Salam alaikum, Azul, bonsoir. Au journal français L'Opinion, qui avait interviewé M. Tebboune, rappelez-vous, le général Chengueriha, chef d'état-major, avait déclaré en substance que l'armée ne fait pas de politique, qu'elle est neutre. Il a utilisé ce terme, neutre. OK. Mais à travers l'édito de la revue El Jish, le dernier édito d'El Jish, la voix officielle des chefs de l'armée, M. Chengueriha, le même chef d'état-major, nous dit ceci, écoutez-le, je le cite. Le haut commandement de l'armée nationale populaire fera tout son possible pour faire de cet événement important un succès grâce à son soutien total aux efforts des institutions de l'État. J'ai donné des instructions strictes à toutes les composantes de l'armée et aux services de sécurité sur la nécessité de faire preuve du plus haut degré de vigilance et de responsabilité et de veiller à assurer la sécurité de ce référendum afin de permettre aux citoyens, à travers tout le pays, d'exercer leurs droits et à accomplir leur devoir électoral. Fin de citation. Or, légalement, constitutionnellement, de facto et de jure, la sécurisation des élections n'est pas du ressort de l'armée, mais de la police, donc du ministère de l'Intérieur. Or, un chef d'état-major qui ne fait pas de politique, de quel droit donne-t-il des instructions et trace-t-il un agenda politique à un ministre de l'Intérieur? Un mélange des genres ou une déclaration forte et qui se veut forte pour faire savoir que l'initiative, celle de faire voter en masse les Algériens, est celle de l'armée. L'armée qui a, rappelons-le, désigné M. Tebboune et qui l'a porté à la tête du pouvoir et qui a assisté impuissante au plus massif boycott électoral dans l'histoire de l'Algérie indépendante. Veut-elle faire oublier l'armée ce trait lourd des aveux du peuple algérien? Mais il y a autre chose de bien plus important, bien plus crucial, bien plus grave, et que le régime semble avoir promis à certaines puissances occidentales. C'est de transformer l'armée algérienne en gendarme du Sahel. Un gendarme au service de ces puissances occidentales qui ne veulent plus envoyer leurs propres garçons au charbon. Une disposition a été introduite dans ce projet de réamendement de la Constitution qui va être proposé au peuple algérien et qui est très certainement voté avant même le jour du référendum. Pour le régime, le vrai pouvoir, celui des chefs de l'armée, et pour les puissances étrangères qui ont certainement conclu un deal avec ces messieurs, cette nouvelle disposition constitutionnelle doit passer de force ou de gré ou de force, par le vote ou par la fraude. Et si vous voulez vous en convaincre, écoutez très bien, écoutez attentivement cette déclaration du chef d'état-major d'il y a 2 jours, celle du 17 octobre à Blida. Écoutez-le bien. Ce sont nous n'avons pas réussi à retrouver la propre déclaration verbale du général, mais les faits ont été rapportés par le journal L'Expression, donc personne ne peut douter de l'alignement aux thèses officielles, et tout particulièrement aux thèses de l'armée. Vous allez écouter et vous allez
vous rendre compte que le chef d'état-major n'y parle pas au conditionnel. Il ne dit pas si les Algériens votent oui pour le projet de constitution. Non. Il en parle comme si le référendum a déjà eu lieu et que le oui a été massif. Alors écoutez bien, écoutez très bien. Je cite donc ce que nous rapporte le journal L'Expression sur ce qu'a dit le chef d'état-major dans son discours du 17 octobre à Blida. Je cite. Aux unités militaires qui s'apprêtent à enfanter la nouvelle année 2020-2021, le chef d'état-major a expressément insisté sur la rigueur de l'exécution des programmes de préparation au combat. Les défis et les obligations de l'armée seront cruciaux durant les mois et les années à venir. En effet, dans le cadre de la nouvelle Constitution qui permet, entre autres, à l'armée d'accomplir des missions de maintien de la paix à l'étranger, il est nécessaire d'avoir une préparation exemplaire et sans faille. Fin de citation. Donc, monsieur le chef d'état-major demande à ses troupes de se préparer au combat pour se préparer à agir à l'étranger dans des missions de maintien de l'ordre à l'étranger parce que la Constitution, la nouvelle Constitution, le permet. Il parle au présent, ça veut dire que c'est déjà fait. La Constitution a été votée, elle a été votée par un oui massif et elle permet à l'armée d'intervenir à l'étranger. C'est QFD. Pour Chemengreha, la Constitution est déjà votée. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai ici avec moi Farida Hamidi, psychologue clinicienne et néanmoins hirakiste. Farida, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Yasmine Sihaj Mouhand, militante politique, hirakiste bien sûr. Marhaba bik, Yasmine, merci d'être avec nous. Alors nous allons avoir au téléphone pour de courtes interventions Yahya Mkhiyouba, militant politique de Rachad, Badreddine Gerfa, cadre du FIS, Mohamed Khandaq, médecin cadre du RCD, qui va nous parler de la levée de l'immunité de Mohsen Belabbas et de la suspension d'un maire, celui d'Ahfir, un maire RCD qui a été suspendu par le Wali. Nous aurons aussi Azdine Toumi, militant politique de l'UDS, et Saïd Khlil, ancien premier secrétaire du FFS, tous ces invités que nous ne garderons pas longtemps. D'abord, Farida Hamidi. Vous avez écouté ce qu'a dit M. Chengreha? C'est incroyable, c'est à tomber de la chaise. Je me permets de le répéter, parce qu'il faut vraiment que nos téléspectateurs comprennent que le monsieur parle au présent. Ça veut dire pour une constitution qui n'a pas encore été présentée au référendum. Nous sommes encore loin du 1er novembre, date supposée être celle du référendum. Or, il semble que tout a été déjà arrêté, peut-être même le nombre de participants, le nombre de oui, le nombre de non. Écoutez bien, M. Chengreha qui dit ceci. Aux unités militaires qui s'apprêtent à entamer la nouvelle année 2020-2021, le chef d'état-major a expressément insisté sur la rigueur de l'exécution des programmes de préparation au combat. Les défis et les obligations de l'armée seront cruciaux durant les mois et les années à venir. En effet, dans le cadre de la nouvelle Constitution, qui permet, il n'a pas dit qui pourrait permettre, ou qui permettra à la limite, il dit qui permet, entre autres, à l'armée d'accomplir des missions de maintien de la paix à l'étranger. C'est bon, ça y est. Il est nécessaire d'avoir une préparation exemplaire et sans faille. C'est clair. Alors, Hamidi, un jour, Nabila Smaïl, je lui dis, alors Smaïl à Nabil. Il y a de quoi être déstabilisé. Oui, plusieurs points, parce que c'est à analyser à plusieurs degrés. Donc déjà, pour commencer, moi je relève aussi le caractère contradictoire. Donc il y a une injonction
contradictoire dans le fait même de commenter ce vote de constitution parce qu'il est prévu que l'armée ne se mêle pas de politique, n'est-ce pas? Oui. Voilà ce qu'il a déclaré il y a quelques jours de ça. Il l'a déclaré au journal français de l'opinion. Voilà, donc il y a des preuves de cette déclaration-là. Le journaliste qui l'a interviewé ne l'a pas inventé. Voilà, donc première contradiction. Là, il dit que l'armée ne se mêle pas de politique. Une semaine après, il parle du référendum du 1er comme si c'était acté même. Oui. Mais attendez, avant, dans un édito de L'Jich, dans le dernier édito, il a dit « J'ai donné des instructions aux services de sécurité ». Au pluriel, voilà. Ça veut dire y compris la police. C'est ça. Or, il a dit, moi, je suis l'armée, moi, je ne fais pas de politique. Comment donne-t-il alors des instructions au ministre de l'Intérieur et à sa police de faire ceci, de faire cela? Vous savez, vous prenez un enfant. Oui. Il est avec ses deux parents. Il y en a un qui lui dit avance. Il y en a un qui lui dit recule pour faire une tâche. Qu'est-ce qu'il fait, l'enfant? Il s'arrête. Voilà. Il n'avance pas, il ne recule pas. C'est ça. En fait, une injonction contradictoire, ça fait ça. Ouais. En fait, ça arrête la personne, ça anesthésie. Donc ça fait partie du processus d'anesthésier un peu les gens pour en faire un peu ce qu'on veut. Voilà, parce qu'une injonction paradoxale, elle sert un petit peu et ça fait partie un peu de la manipulation des masses. Quand on veut manipuler les masses, on injecte... Il n'y a rien de mieux pour faire du brouillard, quoi. Voilà, donc on injecte un peu de la contradiction et ça anesthésie avec le temps, en fait. Donc ça, premier problème. Deuxième problème, c'est dans la manière d'annoncer. En fait, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il a annoncé quelque chose qui est acté. Par contre, il l'a fait dans un acte manqué extraordinaire. C'est un très très beau acte manqué qui est de dire, en fait, affirmer ce qu'on pense. Oui. Comme si sa pensée à lui, elle était déjà dans le réel, en fait. C'est ça, un acte manqué. Donc, symboliquement, il a fait un acte manqué verbal. C'est que ce qui est entre eux est acté, n'est pas encore censé l'être pour nous. Et dans son verbe, c'était assez révélateur que voilà, le tour est joué. C'est incroyable qu'à ce niveau-là de commandement, c'est le chef d'état-major de l'armée algérienne. Et c'est le véritable pouvoir, c'est celui qui a remplacé celui qui avait placé Tebboune à la tête de l'État, malgré le nom des Algériens, le nom du boycott. C'est-à-dire, nous savons tous que les Algériens n'ont pas voté, même leur propre télévision n'a pas pu montrer des images d'Algériens dans des bureaux de vote. Tous les bureaux de vote étaient vides. Certaines régions n'ont même pas atteint le 1/10 de 1%. C'est dire. Et là, ils viennent nous dire, ça y est, la Constitution est votée avant même le référendum. Il le dit clairement. Et à ce niveau-là du commandement, regardez. Ce qui est réel pour eux, de toute façon, ils peuvent annoncer de la nouvelle Constitution qui permet, ça y est, c'est une nouvelle Constitution et elle permet déjà à l'armée de se déployer à l'extérieur. C'est incroyable. Si ce n'est pas déjà le cas. Mais c'est comme si c'était le cas, en fait, le fait de le dire comme ça. Oui. Alors effectivement, ça peut paraître surprenant étant donné que Chengueriha s'est toujours montré, hostile à l'ingérence de l'armée par rapport à la politique. D'ailleurs, dès sa nomination, c'était ce qu'il entendait. Oui. Et qui avait l'air contre justement les pratiques du Gaïd Salah. Mais aujourd'hui, on a vu un nouveau Gaïd Salah ressuscité avec sa casquette militaire se prononcer politiquement. Il a été assimilé. Moi, je l'ai tout de suite assimilé et je me suis demandé si ce n'était pas Gaïd Salah, oui, sincèrement. C'est incroyable. Sincèrement, oui. La machine est plus forte que tout. La machine, quand on rentre dedans, c'est la logique de la machine qui se met en marche, en fait. Exactement. En fait, ça montre une fois qu'en Algérie, c'est un système totalitaire, militaire qui gouverne, même si on a essayé de se donner cette image, cette façade politique d'un président soi-disant élu, mais ça reste les militaires. Aujourd'hui, je pense que peut-être qu'on n'arrive plus à cacher ça, en fait. Donc, il a repris le dessus. Et ça a repris le dessus, on n'arrive plus à cacher. Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que il y a un média qui a annoncé donc récemment la visite à l'occasion de la visite du navire lance-missile à Alger, le 19.
Et donc il y a l'ambassade US et il y a aussi le directeur des opérations maritimes qui a quand même affirmé qu'ils entendaient bien coopérer avec l'armée algérienne. Donc exactement dans la même logique que ce que dit Gaïd Salah aujourd'hui. On a l'impression que tout a été... Chengueriha, pardon, je ne dis pas Gaïd Salah. Oui. Voilà, c'est pareil, c'est voilà, lapsus révélateur. Gaïd Salah, il ne peut rien dire. Oui. Ça veut dire que c'est déjà En fait, sur les rails, quoi. Ça y est. Alors ça, moi, quand j'ai lu cet article-là, déjà j'avais l'impression, bon ça y est, les Américains ont donné leur liste, hein, ils ont fait leurs courses en gros. Et en plus, ils se permettent de se prononcer sur le port d'Alger pendant la visite à Alger. Donc c'est quand même un clin d'œil hein, pour dire voilà. Il ne faut pas oublier que le chef de l'Africom, plus que le secrétaire d'État à la Défense, le chef d'État de l'Africom qui est censé être au Sahel, il a rencontré Tebboune, il a rencontré Chengueriha. Ah oui, et il a déroulé, d'ailleurs Tebboune a déroulé le tapis rouge pour ces gens-là. Et jusqu'ici, c'est vrai qu'on a cru peut-être que Chengueriha ne suivait pas la même stratégie que Tebboune parce que lui avait reçu... Parce que vous pensez que l'un et l'autre ont des stratégies différentes? Oui, parce qu'il faut savoir que Chengueriha a reçu le Parti communiste chinois, il a reçu également les Russes. Donc il y a les États-Unis à la visite de Tunis ne s'est pas privé d'émettre des piques envers les États-Unis. Donc, est-ce que l'Algérie est devenue en fait un terrain de foot pour eux, entre Chinois, Russes? Mais vous pensez que Tebboune pourrait se permettre de sortir de l'agenda qui lui a été imparti par les vrais maîtres, que lui pourrait avoir une politique extérieure qui soit différente des vrais maîtres, de ceux qui l'ont mis là où il est? Alors, Chengueriha, tout ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il est prêt à tout. Il est prêt à tout pour se donner cette légitimité internationale, déjà qu'à l'intérieur... Chengueriha ou Tebboune? Tebboune, pardon. Tebboune est prêt à tout aujourd'hui, à tout sacrifier, à tout massacrer, pour se donner cette légitimité internationale. Déjà, intérieurement, il n'a aucune légitimité. En plus, à l'international, il est vraiment prêt à tout. Maintenant, il ne faut pas oublier que l'armée algérienne n'a jamais hésité à éliminer quelqu'un si jamais elle se met à travers. C'est ça. Oui, donc peut-être aussi la prise de parole de Tebboune Chengueriha. le sait mieux que personne. Tebboune le sait mieux que personne, exactement. On l'a tous vu qu'ils étaient capables, en fait, ils peuvent tout renverser, la table de jeu peut se renverser en une nuit avec eux. D'ailleurs, même la mort de Gaïd Salah jusqu'à aujourd'hui, On ne sait pas. dans l'imaginaire des Algériens, il a été assassiné. Oui. D'ailleurs, les gens, dans leur bon sens commun, se posent une question toute simple. Et moi, c'est quelqu'un qui m'a écrit, il m'a dit, si Gaïd Salah était mort vraiment de crise cardiaque, la première des choses qu'aurait fait le haut commandement de l'armée, c'est d'exiger une autopsie. Une autopsie, une enquête, oui. Pour dire, voilà, l'autopsie a été effectuée par des médecins étrangers, donc le monsieur, vous voyez, il est mort de mort naturelle. Hein. Tout à fait. Or, on a interdit l'autopsie, ce qui a suscité très légitimement des questionnements. Des questionnements. Oui, oui, tout à fait. Oui. Donc je pense que l'armée algérienne, voilà, elle n'hésitera pas. Si effectivement Tebboune essaye de dominer le territoire, on va dire, ils n'hésiteront pas une seconde à le recadrer. Donc, qu'il essaye de faire cavalier seul dans une politique internationale. Il va vite se prendre il va vite le payer cher. Il ne peut pas. Là, alors, nous allons demander à Mohamed Khandak, j'espère qu'il est avec nous. D'accord. Alors, Farida. J'allais vous dire Hamida. Faridi Hamida. Farida, le 1er novembre, c'est le jour du référendum, le jour annoncé. Or, très vraisemblablement, les Algériens vont faire comme le 12 décembre, ils ne vont pas voter. Or, le 12 décembre, même s'ils n'ont pas voté, aujourd'hui, M. Tebboune est venu nous dire, il a dit au journal L'Opinion, il s'est fait filmer, la vidéo existe, j'ai été élu dans les élections les plus honnêtes et les plus transparentes depuis l'indépendance. Qu'est-ce qui les empêchera le 2 novembre de nous dire, comme l'a déjà dit M. Chengueriha, la Constitution a été votée massivement, elle a été votée par 60 ou 70%, et elle a été votée oui à tant de pourcents. Qu'est-ce qui va les empêcher de refaire la même chose? Nous.
Les Algériens. Voilà, Et les pourquoi on ne les a Algériens pas empêchés le doivent, 12 décembre alors? Eh bien, parce que je pense que les enjeux, je pense qu'on n'avait pas idée des enjeux dont on a conscience maintenant, à ce moment-là précis. Donc, je pense que ce qui les empêchera, c'est le retour en force du Hirak. On le dira jamais assez. C'est les Algériens. Voilà. Donc, il faut que les Algériens se rappellent qu'ils ont vécu une très très belle histoire d'amour. Ils ont retrouvé un amour primaire de la mère patrie qu'on avait perdu peut-être à un moment donné. Donc le Hirak, il est venu pour ressusciter cet amour-là, en fait. Il ne faut pas le laisser se perdre. C'est triste. Voilà, il faut vraiment reprendre des forces parce que le jeu en vaut le coup, en fait. Et ce n'est pas un jeu. C'est très dangereux ce qui attend l'Algérie. Ce n'est pas un jeu. Vous savez, quand on prend la responsabilité de rester chez soi, c'est un choix en soi. Voilà, c'est un choix. On ne peut pas être neutre dans des situations pareilles. On ne peut pas être neutre quand il s'agit de faire du bien, en fait. Et quand on veut faire du bien, menchaourouch. On a une expression qui dit « Li hab ya'mel al-khair ma yashawrouch ». Donc, celui qui veut sortir le Hirak, il n'a pas à aller demander la permission. Voilà, il faut le faire, ce hirak. Le hirak, wajib watani. Et ça fait partie des shi'arat, des slogans scandés en Algérie lors des manifestations. Donc, il faut sortir. C'est une responsabilité nationale, c'est une responsabilité des Algériens. La neutralité dans cette situation, tout de manière spécifique, est une complicité. Voilà, je suis désolée, voilà, il ne faut pas, au bout d'un moment, il faut dire un chat, hein. C'est de la complicité parce que le fait de laisser les gens se faire emprisonner et on regarde, on observe, on regarde de loin ce qui se passe, si je m'approche moi aussi, si on s'approche en masse, rien n'arrivera à personne et on pourra même faire délivrer ceux qui sont en prison. Cet après-midi, moi ça me fait rire, hein, la semaine dernière, sur tous les profils Facebook, vous avez Sheima. La jeune fille qui, au bout d'un moment, est devenue carrément intrusif et voyeur. À force d'exposer cette jeune fille qui est morte d'une manière atroce comme ça, exposée à sa famille et cette douleur-là, en fait. Par contre, aujourd'hui, il y a une Sheima qui s'est fait arrêter. Nous, on aime bien pleurer les gens quand ils sont morts, mais tant qu'ils sont vivants, allez la sauver. Et avant qu'il ne soit trop tard, voilà, il y a des jeunes qui se font arrêter. Ils étaient en train de manger. Ils étaient en train de déjeuner. Donc, يتغداو ولا يتعشاو المرة الجاية يشربوا الماء يلقى واحد يشرب في الماء عدي va à case prison. Voilà. 242 parlementaires qui votent la levée parlementaire sur un collègue. Quel que soit le collègue, c'est un signe de manque de loyauté effrayant. Voilà les gens avec lesquels on a affaire. Des gens qui ont payé leur siège pour faire des choses pareilles, en fait. Yasmine, alors, il faut s'impliquer, nous dit Farida. On n'a plus le choix, il faut le faire maintenant, sinon on est complice de ce qui se passe contre notre pays, contre notre avenir. Mais on est à J-10. Il n'y a plus de temps. Et on ne voit rien dans la rue, on ne voit rien dans la mobilisation. Tout le monde dit, on ne se laissera pas faire, comme vient de le dire Farida. On ne laissera pas faire. Pourtant, les seuls qui sont en train de bouger, qui ont vraiment toute l'attitude, ce sont le régime, les gens qui soutiennent le régime, les partis qui soutiennent le régime, qui sont en train de faire le feshta, Battambor, le Fantasia, le Zarna, qui sont en train de faire des michoui, d'offrir des couscous, d'aller chez les gens. On a passé le temps du kachir, maintenant c'est le couscous, zrd, même les Zaouïas qui sont en train d'appeler à voter massivement. Les potentats locaux, les chefs de tribus, ça veut dire qu'ils ont mobilisé tous les relais sociaux traditionnels. Parce qu'ils savent que c'est important, que c'est mobilisateur. Et en attendant, pendant ce temps, le Hirak, il est en stand-by. Oui. Moi, j'ai une vision un petit peu différente des choses. Il y a deux choses. La première, c'est que, bon, il nous reste 10 jours. Vous le voyez comme ça. Moi, je le vois différemment. C'est que ce système-là, il a toujours su organiser des fausses élections, des faux barrages, tout ce que vous voulez. Donc, ça restera... Si le Hirak a le temps de reprendre, même après les élections, en fait, ce n'est pas grave en soi, parce que ça restera
des élections fictives au final. Hein. Ça va être une mascarade comme une autre, mais à condition, bien sûr, que le Hirak reprenne. Ce que je dis là, c'est que même si c'est après le 1er novembre, il ne faut pas se décourager à dire « Oh là là, la Constitution est passée, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire ». Non, ce n'est pas vrai. C'est à nous d'enlever cette légitimité-là à la Constitution s'ils arrivent à la faire passer le 1er novembre. Deuxième point, par rapport au retour du Hirak, moi je pense sincèrement ce qui nous fait défaut aujourd'hui, c'est l'absence d'un architecte de révolution terrain. Je ne parle pas d'un guide du Hirak ou de représentant ou quoi que ce soit, non. Je dis bien une coordination terrain. C'est-à-dire quelqu'un... en fait, aujourd'hui, on voit très bien que quand il y a des petits groupes qui sortent, ils sont interpellés. Donc moi, je décide avec tout mon courage de sortir demain. En fait, je me jette dans la gueule du loup. Donc ça n'a aucun intérêt. On voit très bien des groupes isolés, des militants avec beaucoup de courage. Ben, ils se retrouvent en prison. Au final, c'est nous les perdants et c'est eux les gagnants parce qu'ils arrivent à isoler ces gens-là. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est vraiment une vraie coordination. C'est dire une coordination... factuel, c'est dire, voilà, à telle heure, qu'il y ait quelqu'un, une tête qui organise tout ça. À telle heure, on se retrouve tant de personnes, etc. Secrètement, bien sûr. Mais encore faudrait-il disposer d'une organisation. Il faut une organisation. De représentants, de gens qui se retrouvent, qui discutent entre eux, qui décident quoi faire. Or, ce n'est pas le cas. Tout à fait. Pour le moment, le Hirak est en pilotage automatique. En fait, le Hirak a toujours eu peur d'avoir des représentants. Je comprends cette crainte-là. Je suis aussi de cet avis-là parce que quand on a des représentants du Hirak, en fait, il suffit de faire tomber la tête pour que le Hirak y tombe. C'est pour ça que le Hirak a été hostile par rapport à avoir des représentants. Ou alors même réduire ça à un parti politique, par exemple. On peut très bien dire, le représentant, demain, s'il se fait acheter, il va dire, bon, je vais créer un parti politique, vous inquiétez pas les gars, je vais gagner les élections. Et le Hirak, il tombe. Mais aujourd'hui, moi, je ne parle pas d'une représentation politique. Je parle vraiment d'une architecture de la révolution. Oui, c'est comment, à quelle heure on va sortir, tel jour, combien de gens, qui, où est-ce qu'on veut se retrouver, où est-ce qu'on va dormir, chez qui nous allons dormir. C'est ça, en fait, hein, quand je parle. Je ne parle pas de représentation politique. D'accord. Voilà. Alors, nous avons avec nous Ezzedine Toumi, militant politique de l'UDS. Ezzedine Toumi, merci d'être avec nous. Bonsoir, cher ami Jamal. Bonsoir à tous les invités et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Merci. Alors, Ezzedine Toumi, d'abord, la déclaration de M. Chengueriha, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'ANP, qui parle comme si la Constitution a déjà été adoptée par le peuple algérien. Il demande à ses troupes de se préparer au combat parce que l'armée, selon lui, va s'engager dans des actions de maintien de la paix à l'étranger, comme le prévoit la Constitution. C'est comme ça qu'il le dit. Il dit, en effet, dans le cadre de la nouvelle Constitution qui permet, il ne dit pas qui permettra ou qui permettrait, ou qui pourrait permettre, il dit, dans le cadre de la nouvelle Constitution qui permet, entre autres, à l'armée d'accomplir des missions de maintien de la paix à l'étranger, il est nécessaire d'avoir une préparation exemplaire et sans faille. Donc, pour monsieur le chef d'état-major, le vrai maître du pays, en fait, celui qui représente les faiseurs de roi, ceux qui ont installé M. Tebboune, la Constitution a déjà été votée et elle a été votée oui. Vous savez, ce référendum sur la Constitution n'étant qu'une étape dans un plan global qui a été mis en place le lendemain de la révolution du 22 février 2019. Et souvenez-vous ce qui s'est passé avec les élections du 12 décembre dernier, comment le pouvoir avait mis tous les moyens en place en utilisant toutes les institutions, tous les organes de presse, etc., pour justement aller dans la direction. Et c'est pour cette raison que nous disons aujourd'hui que nous refusons cette opération d'élection, pas en rejetant le principe de l'élection ou du référendum qui sont parmi les fondements de la démocratie, mais parce que ces opérations en Algérie, elles sont fluides, elles sont d'abord prédirigées, elles sont donc il n'y a pas la vraie voix du peuple n'est pas
tout entière. Et aujourd'hui, des clients du pouvoir, ceux qui disent que aller voter oui ou non, ou aller voter non, tout cela, ils sont en train de crédibiliser cette étape de ce plan global. Et crédibiliser cette étape, c'est crédibiliser tout le plan du pouvoir et se mettre dans la logique du pouvoir. Et demain, il ne faut pas que certains hommes politiques, etc., reviennent et disent que voilà, on s'est fait avoir et ce pouvoir finalement n'a pas pris en considération nos remarques, nos doléances, etc. Nous savons tous que le système dans notre pays n'a pas changé. Si on regarde les pratiques sur le terrain, aujourd'hui, le champ médiatique est fermé, le champ politique, il est fermé. Bien au contraire, aujourd'hui, la classe politique, elle est décimée. Le pouvoir, on voit comment il se comporte avec certains partis politiques, avec certaines personnes qui osent, entre guillemets, s'opposer à ce pouvoir, à ce plan diabolique qu'exécute le pouvoir. On voit des intimidations, les affaires en justice, devant la justice, etc. Et on voit la volonté claire du pouvoir et réelle de faire taire toutes ces voix et en bafouant les droits élémentaires dans un parti politique qui a un agrément qui est empêché d'exercer la politique. Des hommes politiques comme Karim Tabouki se sont engagés du côté du peuple. Tu retrouves aujourd'hui Azdine Toumi, pardonnez-moi de mettre fin à cet échange parce que nous vous entendons très mal. Peut-être avez-vous des écouteurs, non? Non, je n'ai pas d'écouteurs. Ah là c'est mieux. Là c'est mieux, on vous entend mieux. Alors, dites-moi, Azdine Toumi, oui. La levée de l'immunité parlementaire de Mohsen Belabbas. Donc c'est parlementaire dont on sait, donc M. Ould Abbas nous a dit lui-même et son fils que la plupart ont acheté leur siège, certains l'ont acheté à 7 milliards de centimes, c'est Ould Abbas et son fils eux-mêmes qui le disent, qui vendaient des sièges donc. Alors, ce Parlement, ils ont voté pour la levée parlementaire, l'immunité parlementaire de M. Belabbas. 321 députés ont voté oui. Il faut le fusiller, ce monsieur, il faut le mettre en prison. Et on a 19 qui sont fichés, qui sont abstenus. Bulletin nul, où ils ont signé, où ils ont fait un petit dessin. Il y a seulement 40 députés qui ont dit non à la levée parlementaire. Et vous-même, en tant que représentant du parti UDS, ici et dans cette émission, qu'est-ce que vous en pensez ? Tout d'abord, il faut signaler que quand on porte des valeurs, comme la démocratie, comme les droits de l'homme et comme les libertés, etc., aujourd'hui, c'est un devoir pour tout le monde de dénoncer ce genre d'agissement. Moi, je ne parle pas uniquement de la levée de l'immunité parlementaire, parce que en étant cohérent, ce Parlement n'a pas de légitimité pour qu'il puisse aujourd'hui donner l'immunité ou enlever l'immunité à quelqu'un. C'est un Parlement qui n'a pas été voté par le peuple et c'est un Parlement qui reste un instrument en main de la justice, en main du pouvoir pour d'éventuelles opérations de manipulation ou de faire passer des lois, etc., qui sont en faveur du pouvoir en place. Mais quand on défend les droits de l'homme et la démocratie, c'est un devoir de défendre ce parti, de défendre cet homme, parce que ce qui est en train de se passer avec Mohsen Belabbas, c'est un véritable coup d'État au sein de son parti, des gens qui veulent descendre entre guillemets cet homme, parce que tout simplement il s'est engagé aux côtés du Hirak, il a pris des positions politiques et c'est pour ça que nous on dit qu'il n'y a pas de démocratie sélective, il n'y a pas de droit de l'homme sélectif. Aujourd'hui, ce qui est dangereux, c'est de banaliser ce genre d'agissement. Il faut que ce genre d'agissement cesse immédiatement. Il faut que les arrestations cessent.
qu'on commence à normaliser, qu'on Merci. commence à chercher, comme a fait certains hommes politiques, à chercher des justificatifs sur les arrestations, etc. Et c'est ce qu'il faut. Il faut aujourd'hui Merci. se mettre. Merci Azdine Merci à Toumi, vous. pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Avec nous Yahya Mkhiouba, militant politique, membre de Rachad. Merci d'être avec nous Yahya. Merci à vous, M. Benchenouf. Alors Yahya, d'abord sur cette histoire de Mohsen Belabès dont le Parlement a levé l'immunité à 242 voix qui ont voté oui, oui pour le jeter en prison. Et donc je rappelle que ce même Parlement a été traité, qualifié par l'actuel régime, celui de M. Tebboune et de M. Chenguereha, ou plutôt de M. Chenguereha et de M. Tebboune. Il a été qualifié de Parlement d'Al-Isaba, Parlement hérité de l'Isaba Bouteflika. Parlement pourtant qui a voté oui, qui a validé le projet d'amendement de la Constitution, qui va être présenté Zama, un référendum au peuple algérien. Sinon, d'abord, j'aimerais que vous commentiez cette levée de l'immunité parlementaire de M. Mohsen Belabès avant d'en arriver à M. Chenguereha. C'est un coup d'État contre M. Mohsen Belabès. C'est un coup d'État contre la progression politique du RCD incarné par M. Mohsen Belabès et sa direction politique. C'est un coup d'État contre la démocratie. C'est un coup d'État contre le militantisme, contre le travail, contre le politique en Algérie. On est en train de vivre des heures sombres de notre pays, une militarisation de la scène politique, une militarisation de la scène médiatique. Et là, on vit une militarisation de la scène judiciaire et parlementaire. C'est les 281 ou 286 parlementaires qui ont voté pour la levée de l'immunité parlementaire de M. Belabès aujourd'hui. Pour la majorité d'entre eux, c'est des gens qui ont acheté leur poste à coût de 4 ou 5 ou 6 milliards de centimes, comme a déclaré Tneba devant le juge à Alger. Donc, c'est un Parlement dépourvu de légitimité, avec un président, chef de l'État, dépourvu de légitimité, et une illégitimité politique de chef d'état-major qui s'immisce dans les affaires politiques. Nous sommes dans le coup d'État permanent contre le politique depuis 1962. C'est la continuité du régime. Il n'y a ni Algérie nouvelle, il n'y a ni progression politique, ni démocratie, ni transition. Nous sommes en train de revivre ce qu'on a vécu en 62, en 63, en 65, en 92 et en 99. Ceux et celles qui font la danse du ventre au régime aujourd'hui et qui essaient de nous expliquer en langue arabe et en langue française, des fois même en langue de Tamazir, que c'est une Algérie nouvelle, essaie de nous tromper, essaie de nous duper, mais la population algérienne, dans sa majorité absolue, n'est pas dupe, et nous sommes contraints de revenir au Hirak dans ces marches populaires, dans ces pressions populaires si pacifiques, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit, nous sommes en train de vivre un tournant dictatorial, un tournant militariste très dangereux. Mohsen Belabès, ce n'est que le début, et la suite viendra. Et on l'a toujours dit au sein du mouvement Rachad. Premièrement, je tiens à dire que le mouvement Rachad que je représente condamne vivement cet acte odieux, injuste, illégitime et inqualifiable sur le plan politique. Et le mouvement Rachad, et avec la société civile, avec les militants et les militantes qui sont en Algérie et à l'extérieur, les plus avertis, ont dit depuis des mois que l'Algérie va vivre un scénario égyptien bis. Alors, Yahya Mkhiouba, oui. il y a aussi, toujours concernant le RCD version Mohsen Belabès qui subit les foudres du régime depuis pas mal de temps, parce qu'on a vu Mohsen Belabès en plein Hirak. Il était dans le Hirak, au milieu des foules, très bien accueilli, porté sur les épaules des Hirakistes. Il y a aussi un maire RCD, celui d'Afir, dans la wilaya de Boumerdes, qui a été suspendu par le Wali. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été condamné par contumace par un tribunal, par un juge, par contumace. Et le comble du comble, c'est que ce maire de Afir, il dit tout simplement « j'ai la preuve
qu'on m'a condamné par contumace alors qu'on ne m'a même pas convoqué. Je ne pouvais pas savoir qu'il y avait un procès. Pour moi, je n'ai pas été convoqué et ils m'ont condamné par contumace. Et c'est sur la base de ce verdict d'un juge que le Wali de Boumerdes m'a suspendu. Absolument, mais on est toujours dans le coup d'État permanent contre le politique. Ce maire d'affaires, c'est un des plus jeunes maires d'Algérie. Et je tiens à dire aujourd'hui, moi qui n'ai pas militant du RCD, moi qui a des idées politiques tout à fait contraires à ceux du RCD, même si on partage avec le RCD l'Ouatan, on partage la nation, on partage le pays, on partage les principes républicains, on partage les principes démocratiques d'alternance au pouvoir et de respect des droits de l'homme, mais sur le plan idéologique et politique, on est à l'opposé. Par contre, ce maire-là, c'est un des plus jeunes maires d'Algérie. Et je tiens à dire que les maires élus de la région de Kabylie, la grande Kabylie, la petite Kabylie, malheureusement pour mon pays, c'est les maires les plus légitimes en Algérie. Parce que dans cette région-là, l'administration, malheureusement pour le régime, ils ne peuvent pas frauder comme ils peuvent le faire à Alger, à Oran, à Constantine, à Annaba, à Adrar et à Béchar. Donc, on s'attaque aux maires parce qu'ils sont jeunes, on s'attaque aux maires parce qu'ils sont légitimes. Tout ce qui représente une légitimité politique, que ce soit dans un parti politique, ou que ce soit au niveau d'une mairie, ou que ce soit au niveau d'un parlement ou au niveau national, le régime politico-militaro-financier, on a horreur. Ils ont déclaré la guerre aux politiques, ils ont déclaré la guerre à la primauté du civil sur le militaire, parce que Kilmet Madaniya Machi Askaria les a acculés en 2019, les a poussés dans leurs retranchements les plus étroits, et ils se sont, les généraux, je dis bien les généraux-majors qui dirigent l'armée, surtout ceux qui s'impliquent directement dans la politique, ils ne se sont jamais imaginé que 20 millions, 22 millions d'Algériens sortent dans la rue et disent Dawla Madaniya Machi Askaria. Ils veulent nous rendre la monnaie de notre discours, ils veulent nous rendre la monnaie de notre hirak par le biais de cette constitution qui consacre le pouvoir militaire dans son article 30. Ils veulent nous rendre la monnaie de nos revendications politiques légitimes et non violentes par le fait d'enlever l'immunité parlementaire à M. Mohsen Belabbès. Je tiens à dire que nous, Algériens et Algériens, nous n'avons pas le choix que de revenir aux marches non violentes, pacifiques que représente le Hirak, parce que ce régime n'accepte ni dialogue, ni négociation, il cède à la pression. Il cède à la pression populaire et nous devons impérativement et urgemment revenir à la rue. Merci Yahya Mriouba, au plaisir de vous retrouver. Nous allons voir une déclaration de M. Chengueriha à Blida le 17 octobre. Nous écoutez un peu ce qu'il nous dit. Écoutons-le. وإننا على يقين تام أن هذا الشعب الأصيل سيسطر بمناسبة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور ملحمة عظيمة في سبيل الوطن سيحفظها التاريخ وتصونها الذاكرة الجماعية للأمة قاطبة، وستكون هذه ملحمة لبنة قوية أخرى يعلي بها شعبنا الأبي شأنه بين الأمم والشعوب من خلال مشاركته القوية في هذا الاستفتاء الهام بل والحاسم، كما ويكون إلى جانب إخوانهم في الجيش الوطني الشعبي متحدين ومتآزرين يقفون سدا منيعا في وجه المتآمرين الذين لن يفلحوا أبدا في تدنيس هذه الأرض المسقية بدماء الشهداء الأمجاد. Farida Hamidi, c'est incroyable, cette langue de bois, c'est la même depuis 62. الشعب الأصيل، الحراك المبارك، الملحمة، شعبنا الأبي، سدا منيعا. Ils sont dans ces discours, mais c'est incroyable. C'est alors que personne ne les écoute.
parce que tout le monde sait qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'il est en train de dire. Et pourtant, ça ne les empêche pas, comme ça, d'annoncer, de lire Chabouna, le Kadab. Ça ne va pas arrêter. Ouais, ben, en psychologue, comment vous voyez cette tendance, cet acharnement à annoncer des slogans futiles, stériles? Je ne sais pas qu'est-ce qui reste de psychologique à dire là-dessus. Et puis, enfin, c'est pas seulement ce qu'il dit. Ouais. C'est des images d'un autre temps. Oui. C'est affreux. J'ai pas vu ça. Moi, je peux pas m'infliger ça. C'est pas, enfin, un peu de respect pour le cerveau de l'humain. Est-ce qu'il y a des Algériens qui les écoutent et qui réellement sont convaincus par ce qu'ils disent? Je pense pas. Franchement, je pense pas. J'ai vu des images aujourd'hui, j'étais très très en colère parce qu'on m'a envoyé une photo de gens qui sont sortis Taraf avec des banderoles Naam lid-Doustour, Naam lil-Istifta, Naam. Ça tape sur les nerfs, c'est comme le millefeuille, le kéchir, toutes les denrées alimentaires, en fait. Voilà, qu'on ridiculise depuis quelque temps. Vous vous rappelez la sortie de la salle Harsha pour le 5e mandat? Comment les gens se bousculaient pour y entrer? C'était des milliers de gens. Oui. Ils les ramènent d'un peu partout, ils les trouvent. C'est des gens qui ont besoin d'un sandwich ou des gens qui y croient, tout simplement. Oui, ça existe aussi. Oui, je pense. C'est des gens naïfs, sincères, qui confondent entre régime et nation. La seule sincérité qui reste au peuple algérien, là, vraiment, c'est de mettre la main dans la main de leurs frères qui veulent sortir l'Hirak et de sortir. Il n'y a pas une autre sincérité que ça, en fait. On ne peut pas donner sa sincérité à ce moment précis de l'histoire à autre chose que ça. C'est pas possible. On peut pas se permettre parce que les gens, en fait, par contre, après, en période de Covid et même hors Covid, les gens se plaignent. Il n'y a pas d'argent dans les banques, il n'y a pas à manger, on ne travaille pas, les gens sont payés à la journée, ils ne sont pas salariés, donc ils n'ont pas de quoi manger. Donc si on cautionne ce genre de régime, au bout d'un moment, on ne peut pas se plaindre. Si les gens veulent une vie meilleure, ils ne peuvent pas se permettre de rester sous l'égide de ce régime-là. Ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible avec une vie digne. En fait. Là, il s'agit vraiment de dignité. Comme on a fait pour refuser le 5e mandat, là, c'est parce que les gens se sont vraiment sentis touchés dans leur dignité. Là, c'est pareil, c'est une question de dignité. Moi, ça me fait rire toutes ces polémiques toutes les semaines. Quelqu'un qui vous parle de... et l'agenda est très important. Hein. Vous voyez là l'immunité parlementaire qui a été levée aujourd'hui sur Mohsen Belabbès. Elle n'a pas été fait la semaine dernière. Oui. Pourquoi, à votre avis? Mais on ne va pas mettre M. Le Drian dans l'embarras, quand même. On ne va pas mettre M. Le Drian dans l'embarras. Il est venu jeudi. Repartir gentiment. Voilà, donc aujourd'hui, on est quoi? On est mardi. Merci, remarque très pertinente. Voilà, donc tout est déjà programmé, en fait. Et on n'allait pas non plus mettre Darmanin dans l'embarras, celui qui devait venir dimanche. Je rappelle, en passage pour tous ceux qui défendent la cause des femmes en Algérie et de manière très occidentale, que ce monsieur... ministre de l'Intérieur en France, il a quand même des affaires d'agression sexuelle sur le dos, en fait. Et il a été mis à un poste où il a toutes les immunités possibles et imaginables pour qu'il soit intouchable. Mais comme c'est une affaire franco-française, exactement. Mais en tout cas, l'immunité. Voilà, donc je rappelle juste que ce monsieur-là allait venir. Les deux, oui, en fait, je rappelle ça parce que c'est très important, parce que ce monsieur-là allait venir dimanche pour négocier avec le régime algérien de comment garder leurs mineurs isolés et tous ceux qui sont fichés S. Et on sait très bien qu'ils sont... Et beaucoup de clandestins, des haragas qui sont arrivés, ça, exactement. qui vont être dans le lot voilà. Donc, les fichiers S qui sont dénoncés par les fichiers délinquants sexuels, moi, tout ça, ça me dérange sur le plan moral, en fait. Donc, voilà, un peu de crédibilité. Les fichiers S aussi islamistes.
Ah bah oui, Ça bah veut oui. dire, on vous les envoie à vous. Mais c'est surtout ça. On sait que vous savez gérer ce genre de problème. C'est ça, exactement. À C'est la- un agenda à bien. la pince. Voilà. Et donc après, vous voyez, on a aussi les polémiques des gens qui commencent à se coller un petit peu sur ce qui se passe en France, sur l'actualité qui se passe en France, l'horreur qui a été commise effectivement vendredi passé, suite à des caricatures. Voilà. Et on commence à en parler un petit peu en Algérie. C'est ce désir-là de coller vraiment à une culture occidentale dans laquelle on finit par se perdre nous-mêmes de manière identitaire. Voilà, je pense qu'il faut que les gens reviennent toujours à l'essentiel. En fait, quand on essaye toujours de nous faire voir quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant, juste un arrêt sur image. On arrête juste un instant. Qu'est-ce que j'ai d'important en fait en ce moment? Après, on verra. Ben voilà. Après, on verra. Voilà. Yasmine sur le sujet, oui. Alors, donc le premier sujet par rapport, vous avez posé la question à Farida, donc en demandant si le peuple croit ce genre de discours de langue de bois. Malheureusement, aujourd'hui, oui, il y a toujours une partie du peuple. On ne peut pas leur en vouloir parce que ça s'appelle la désinformation en fait. Il faut savoir qu'il y a des gens en Algérie qui n'ont pas encore accès à Internet, qui n'ont pas accès aux nouvelles technologies. Et on a tout fait depuis 62 pour isoler l'Algérie du monde. C'est que personne ne rentre et personne ne sort non plus. Ou alors très très rarement. Pourquoi? Pour pas qu'on sache comment fonctionne un pays, comment gérer un pays, comment fonctionne une démocratie, etc. Sinon, le peuple, bien sûr, va se réveiller et va se révolter. Donc, on a tout fait pour isoler l'Algérie. Sauf que les nouvelles technologies ont un petit peu changé la donne. Mais certaines régions encore plus que d'autres. Hein. Moi, je viens d'une région où les populations, c'est comme ça qu'ils disent eux, hein, ils ne disent pas la société ou les populations, hein, c'est un peu comme du temps des colonies, sont cernées. Elles sont cernées. Dans ma région à moi, je ne parle pas de la ville, la grande ville, plus ou moins, il y a des accès, mais dans l'arrière-pays, entre des potentats locaux, qui sont les alliés naturels du régime parce qu'ils y gagnent, oui. Les Zaouïas, les chefs de tribus, oui. Le FLN qui flique, là, le RND, l'UJTA, les anciens moujahidines, les fils de moujahidines, ce sont des relais puissamment ancrés dans cet arrière-pays et qui fliquent les gens et qui leur disent « Alors l'autre, même s'il n'y croit pas vraiment, par peur ou pour ne pas devenir le vilain petit canard, il marche et il va à Salah Harsha et il prend la banderole qu'on lui donne à brandir. Ils sont endoctrinés en fait. Ils sont endoctrinés. Ils sont cernés. Ils sont cernés, tout à fait, oui. Quand vous avez qu'une seule télé qui vous rabâche du matin au soir la même chose, vous finissez par y croire. D'où le rôle du journalisme citoyen aujourd'hui, hein, parce que je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on devienne tous à notre tour un petit peu journalistes avec Facebook, avec Twitter, avec les réseaux sociaux. C'est du journalisme citoyen qui empêche aujourd'hui ou qui contre la centralisation de l'information, parce qu'en Algérie, l'information est centralisée. Et aujourd'hui, la lutte, elle est là. C'est comment décentraliser l'information. Donc, il y a ça qui nous fait défaut, donc des gens qui sont désinformés. Mais il y a aussi, en Algérie, je pense, une bonne partie qui trouve son compte, en fait, à ces systèmes-là, parce qu'ils en profitent. Ils sont très conscients de la corruption. Nous allons voir tout à l'heure, justement, un ministre, Al-Jelfa, comment il parle à la population. Je viens de parler à Tebboune. En une seconde, il m'a répondu, regardez ce qu'il vous donne. C'est le Premier ministre. Hein. Oui. Alors, autre chose. Moi, il y a quelque temps, quand le Maghrébia était sur les ondes, il y a quelqu'un qui nous a appelé, nous a dit, il y a une petite ville à l'est, je ne dis pas laquelle, parce que pour ne pas attirer d'attention sur lui, il va être reconnu, qui a un café. Il a mis dans son café la chaîne El Maghrébia. Il n'y avait plus de place dans le café. C'est vrai. Les gens me regardaient même depuis dehors. Oui. Et alors, un beau jour, il reçoit la visite de deux personnes. Ils lui disent, écoute, si demain, elle est là, la chaîne, tu vas avoir des problèmes avec les impôts. Et il a changé de chaîne. Il a mis Nahar. Il a été contraint de changer. Il a mis Nahar. Et Il a mis depuis, Nahar. il n'a plus de problème. Voilà. Ça prouve que la population est assoiffée d'informations. Et nous allons voir, écouter cette vidéo.
بلغني سيد رئيس الجمهورية منذ لحظة خلال زيارتك بلغ سلامي وأقول للجلفاويين بأني قررت أولا 300 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري الPL و700 إعانة في إطار السكن وإعطاء مبلغ 40 مليار دينار لكل القضايا اللي طرحتوها أنتم الآن. سبحان الله العظيم، نتاع مسعد ونتاع برين ونتاع كل نتاع الجلفة. Avec nous, Gerfa Badreddin, cadre du FIS. مرحبا بك سي بدر الدين. السلام عليكم. بدر الدين والوغ خندق محمد خندق. محمد خندق. Oui, مساء الخير. مساء الخير محمد خندق, médecin, cadre du RCD. Vous êtes sur la route, vous êtes arrêté pour nous parler. Merci d'avoir accepté de nous parler. Alors, cette histoire de levée de l'immunité parlementaire pour Mohsin Belabbas, le président du RCD? Oui. Allô? Oui, on vous écoute. Bon, posez votre question. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous en pensez et de la levée de l'immunité et de la suspension de votre maire, maire RCD, dans la wilaya de Boumerdes, à Hafir? Écoutez, pour le RCD, ce n'est pas une surprise, dans la mesure où depuis un moment, nous subissons une véritable cabale des pouvoirs de ce pays. Pourquoi? Parce que le RCD a accompagné le Hirak. Pourquoi? Parce que le RCD fait de la véritable opposition objective dans l'intérêt national de la nation et du peuple. Le RCD n'a pas voulu négocier ou marchander quoi que ce soit. Ce que nous pouvons négocier, marchander, c'est le développement du pays, de l'Algérie et de son peuple. S'agissant maintenant de la levée de l'immunité parlementaire aujourd'hui, ce n'est pas une surprise pour le RCD dans la mesure où vous connaissez très bien le fonctionnement de l'APN et sa représentativité. En plus, ils auraient pu éviter tout ceci dans la mesure où le président du RCD, en l'occurrence, M. Mohsin Belabbas, est déjà présenté au niveau de la gendarmerie. Donc, avec ça, donc l'immunité a été levée de facto. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait tout ce cinéma aujourd'hui. D'autant plus que M. le président Mohsin Belabbas ne s'est pas présenté à la commission juridique. S'agissant du maire de Ahtir, de la wilaya de Boumerdes, nous n'arrivons pas à comprendre comment un maire élu démocratiquement ne peut pas disposer des établissements au niveau de sa commune et des établissements dépendants de la commune au service de ses concitoyens et de la commune. C'est très simple, je vous assure, c'est une affaire ridicule dans la mesure où il a mis à disposition la cantine de la mairie au profit d'un citoyen qui voulait fêter un événement. Ça veut dire, en quelque sorte, c'est une des prérogatives de la mairie de mettre à la disposition des citoyens les plus démunis une salle des fêtes. Les gens qui n'ont pas les moyens d'aller louer une salle des fêtes s'adressent à la mairie pour avoir un local. Voilà l'affaire. Le maire est seul juge de l'utilisation de ces établissements au profit de ses concitoyens. Si un maire ne peut pas aider un citoyen de sa commune, en dehors de ses responsabilités, bien sûr, qui sont connues, je me demande que doit-il faire. Écoutez, ça c'est très simple. Nous avons compris depuis un moment que le RCD était dans le viseur des pouvoirs publics. Nous commençons ils commencent, disons, à appliquer leur politique et leur stratégie pour déstabiliser le parti, à commencer par son sommet, le président du RCD. C'est très simple. Écoutez, nous avons un engagement vis-à-vis de la nation, nous avons un engagement vis-à-vis du peuple. Nous ne changerons pas d'un iota notre façon de voir l'intérêt du pays et l'intérêt de son peuple. Nous ne changerons pas dans nos propos, nous ne changerons pas dans notre stratégie afin d'imposer un système démocratique, social, qui apporte et qui
qui ramènera le changement pour notre pays en dehors de ce... Merci Mohamed Khandaq. Merci de vous être arrêté en pleine route pour nous parler. Alors, Badreddin Guelfa est avec nous. Oui, oui, je suis avec vous, si jamais. Ahlan, si Badreddin, marhaba bik. Marhaba bik. Salut à vous et à vos deux invités, Saïda et Yasmine. Merci. Alors, Badreddin Guelfa, d'abord, une question. Sur la déclaration de M. Chenguereha à Blida face aux militaires de se préparer au combat, puisque la Constitution, selon lui, permet, il n'a pas dit elle va permettre, elle a été déjà élue, le référendum a déjà eu lieu, et la Constitution permet à l'armée algérienne d'intervenir à l'étranger dans des missions de rétablissement de la paix, je ne sais pas comment il a dit ça. C'est quand même incroyable. Le référendum n'a pas eu lieu, le peuple n'a pas encore voté, et encore moins dit oui. Donc lui, il est en train de nous affirmer, je lis ce que rapporte le journal L'Expression. Alors, les défis et les obligations de l'armée seront cruciaux durant les mois et les années à venir. En effet, dans le cadre de la nouvelle Constitution qui permet, entre autres, à l'armée d'accomplir des missions de maintien de la paix à l'étranger, etc. Badreddin Guelfa. Écoutez, je ne pense pas que M. Chenguereha ne fasse pas la différence entre le présent, le passé et le futur. Je pense qu'ils sont dans leur nature. C'est ça le régime, dès le moment où ils ont décidé quelque chose. Tout ce qui reste, ce n'est que du cinéma, du théâtre. Le référendum, le Parlement, tout ça, c'est chicliette, comme on dit. Pour eux, cette constitution, elle est là. Donc, ils en parlent aux militaires. Donc, pour moi, ce n'est pas une surprise. Je ne pense pas que ce soit pour les Algériens aussi une surprise. On a l'habitude, ils font ce qu'ils veulent. L'Algérie, malheureusement, c'est leur boutique. C'est tout à fait leur boutique. D'aucun ils en font ce qu'ils veulent, au détriment, bien entendu, du peuple algérien, au détriment des richesses nationales, au détriment du rêve de la jeunesse algérienne, au détriment de l'avenir même de l'Algérie. Donc, pour moi, ce n'est pas une surprise, mais en tant que peuple, c'est tout. Et au sujet de J-10, il ne reste plus de temps, nous arrivons demain, quasiment au 1er novembre. Le Hirak est toujours en stand-by, d'après vous. Est-ce qu'il ne va rien se passer? Est-ce que les Algériens ont débranché la prise, comme on dit, ou qu'ils sont juste dans l'expectative en attendant de pouvoir se déployer? Écoutez, souvenez-vous, Jamaldine, depuis très longtemps, même avant le 22 février 2019, moi personnellement, j'avais dit sur l'antenne de Magharibi à l'époque que quelque chose de grand allait se passer. Il va y avoir un grand choc. Un grand choc. Le choc a eu lieu. C'est un choc génial. C'est un choc algérien, plein de rêves. C'était une belle révolution. Mais on avait dit aussi que cette révolution s'inscrit dans la durée. Avant le 12-12, on avait dit que les Algériens sont dans le 13-12, bien avant le 12-12. Donc, la Constitution, c'est la même chose. Bien entendu, le pouvoir, il y a eu l'affaire de la pandémie qu'ils ont utilisée malheureusement à l'encontre des intérêts des Algériens. Lyoum el-Jazaïriyin, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont très fatigués dans leur vie quotidienne, c'est couché, mais le Hirak ne s'est pas arrêté. Al-Jamara, elle est partout. Des jeunes Algériens, mais ce n'est pas les millions d'Algériens, mais il y a des jeunes Algériens qui sortent un peu partout. Pour le moment, ce que nous voyons dans la rue, c'est les Zaouïas, c'est les relais sociaux du régime, c'est les associations, c'est le RND, c'est le FLN. C'est un peu comme avant le Hirak, ce que nous voyons. Le Hirak, même à Paris, ce n'est plus le Hirak d'avant. C'est un Hirak un peu comme ci, comme ça, quoi. Pour dire les choses comme elles sont. C'est comme moi, j'étais al-Bahr.
الامواج تاع البحر ساعات راهم كبار ساعات صغار. La révolution algérienne en 54, il n'y avait pas le feu de tout bois tous les jours depuis le 1er novembre jusqu'au 19 mars. Les révolutions sont ainsi faites. Il y a des moments kbar, il y a des moments chouïa, mais le harak est là. Les Algériens ne sont pas heureux. Ce que vous voyez sur les chaînes de télévision, mais dans la rue, dans la rue, les Algériens n'ont pas avec le cinéma. Et je pense que tout ce qu'ils font, c'est à leur détriment et au profit justement du peuple algérien. Cette révolution, on n'appuie pas sur un bouton, hop, ça vient. Quand ça, qui dit, قلنا دائما لحظة الشعوب واحد ما يتحكم فيها. هذه اللحظة, un certain nombre de paramètres, ils font intersection sur un point et hop, c'est parti. Et ça, je pense que ça partira. Alors, très vite, Badr Dengueva, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, votre position, celle de votre formation politique face à cette levée de l'immunité parlementaire de Mohsen Belabès. D'emblée, nous condamnons. احنا في الفيس, احنا on sait, احنا يعني تعبنا بزاف مع le pouvoir, يعني tous les Algériens savent ça. Donc, احنا كما قلناها زمان ونقولوها اليوم, أكلنا يوم أكل الثورة الأبيض اليوم, ونقول للجزائريين ونقول للسياسيين ونقول للشباب اللي في الشوارع, محسن بالعباس, je ne le défends pas en tant que personne, en tant que militant, je le défends en tant que chef de parti. C'est une ligne politique qu'ils sont en train de combattre. C'est une ligne politique. Parce que le RCD, disons-le très honnêtement, اليوم عنده خطاب وطني, عنده خطاب مع الشعب الجزائري. كان هذا محسن بالعباس, et je pense toute la direction politique du RCD راهم في نفس هذه la ligne politique. Et comme ils ont attaqué, souvenons-nous, Karim Tabou, le coordinateur de l'UADS, comme ils sont en train d'emprisonner un certain nombre de figures de la jeunesse algérienne, hommes et femmes, il y a 3 jours, l'Arbaoui qui a été khatfour maintenant à photo de l'Mahkama, le jeune étudiant, Shaima ou Abdel Nour, des étudiants ils ont des restaurants, et il y a des dizaines et des dizaines comme ça, ils font leur boulot, macabre d'ailleurs. Nous condamnons, donc, nous condamnons l'harcèlement politique, Mohsen Belabès très fermement, et je pense que les autres politiques ou les Nes Choubad, comme ils condamnent Hadji, ou nous sommes à Mohsen Belabès, c'est ce que nous avons Mohsen Belabès, le tour viendra. Donc, restons solidaires, restons unis, restons في السلمية تاعنا. كيف يقولوا هذيك سي بدر الدين تاع الثور الأبيض وأكلت يوم أكل الثور الأبيض. Merci Badreddine Guerfa, au plaisir de vous retrouver. Avec nous Saïd Khalil, ancien premier secrétaire du FFS. Saïd Khalil, merci d'être avec nous. C'est un devoir. Merci. Merci, si Saïd Touhachnak, هذه مدة. Alors, cette levée de l'immunité parlementaire de Mohsen Belabès et cette suspension du maire de Ahfir, on dit, hein? Ahfir. Dans la wilaya de Boumerdès, quelle est votre position? Qu'est-ce que vous en pensez? D'emblée, exprimons notre solidarité avec Mohsen Belabès en tant que militant de la démocratie, en tant que direction politique engagée à côté du mouvement populaire, à côté de la révolution pacifique, démocratique. Donc, nous serons à ses côtés jusqu'au bout. Et c'est dans les moments difficiles comme ça que nous reconnaissons nos amis. Et là, tous les camarades, tous les amis proches, j'exprime ma solidarité. Nous engageons à ses côtés jusqu'à ce qu'il soit rétabli dans ses endroits. Et nous prenons acte de ce dépassement, j'allais dire, de cette montée en crescendo de répression,
j'allais dire, d'une politique liberticide de plus en plus féroce. Et je crois qu'il y a des moments difficiles comme ça qu'il faut traverser, mais la foi que nous avons dans le devenir, dans l'avenir de ce pays, dans l'avenir de liberté, de démocratie, d'émancipation, et comme dirait peu Mamri, c'est vers sa libération, son émancipation que le peuple ira. Il n'a pas d'autre choix que de se libérer. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de Chenguereha quand il dit, le 17 octobre devant des militaires à Blida, il parle comme si la Constitution a déjà été adoptée par le peuple algérien. Écoutez ce qu'il dit. En effet, dans le cadre de la nouvelle Constitution qui permet, entre autres, à l'armée d'accomplir des missions de maintien de la paix à l'étranger, etc. Donc, M. Chenguereha en parle comme si le référendum avait déjà eu lieu et que les Algériens avaient déjà voté et qu'ils avaient déjà dit oui au référendum. Ben, c'est clair, nous prenons acte de cette adoption anticipée. Voilà. Très bien, on ne peut pas mieux dire. Nous, on n'est pas concernés. On n'est pas concernés. Donc, écoutez, c'est deux droits parallèles. Je crois que la population n'est pas concernée par cette mascarade, comme celle du 12 décembre. Merci Saïd Khalil, on ne peut pas mieux répondre que ce que vous venez de nous dire. On prend acte, la Constitution a été votée par des avatars des Algériens, c'est ça, des doubles qui sont dans l'air comme ça. Des clones. Des clones, voilà, c'est bon, ça y est, on prend acte, c'est bon. Alors, il nous reste un peu de temps. L'Hirak, la grande question que se posent tous les Algériens et que se posent même tous les hirakistes les plus actifs, ils ne savent pas. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose avant le 1er novembre? Est-ce qu'il va y avoir, comme le souhaitent certains, une opération ville morte? Ça veut dire une sorte de désobéissance civile et d'absence totale des Algériens qui ne vont pas sortir pour ne pas se faire filmer en train d'aller voter malgré eux. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer déjà, je pense. Je laisse la parole à Yasmine, elle va annoncer quelque chose, en tout cas à notre niveau, à notre petit niveau, nous, ce qui va... À notre petit niveau, donc j'en profite justement donc, pour convier tous les Parisiens, Parisiennes et tous ceux qui habitent autour à venir devant le Quai d'Orsay, donc métro Invalide, le jeudi 22 à partir de 15h. Donc, ça veut dire après-demain. Ça veut dire après-demain, tout à fait. Et donc c'est un événement, donc c'est notre deuxième rassemblement devant le Quai d'Orsay, mais cette fois-ci il a été déclenché notamment par la prise de parole de Jean-Yves Le Drian depuis l'Algérie, qui a pris position par rapport à la Constitution. Ah oui, clairement. Sachant que l'Algérie est quand même censée être un pays souverain. Oui, voilà, tout à fait. Donc ça, c'est le moins qu'on puisse faire, je pense, à notre niveau. Il faut que les gens viennent nombreux, vraiment. Il faut vraiment qu'on soit très, très nombreux, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a... Donc, vous avez... À quelle heure? Oui, nous avons l'autorisation et le récépissé est bien signé, donc il ne peut pas y avoir d'annulation. Devant le Quai d'Orsay. Alors, c'est métro Invalide, juste en bas des bâtiments. Oui. Après-demain. Après-demain, le 22... à partir de 15h. À partir de 15h. Voilà. Vous allez y être toutes les deux. Toutes les deux. Et c'est la sortie même du métro Invalide. Donc les gens ne chercheront pas. Ils sortent, dès qu'ils sortent, ils vont vous trouver. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est très important parce que la prise de position de Jean-Yves Le Drian par rapport à la Constitution est extrêmement grave. Oui. Ça révèle aujourd'hui en fait une ingérence étrangère. On ne s'en cache même plus que l'Algérie n'est pas un pays souverain au final. Hein. Ça ressemble un peu à celle de Hollande quand il s'était déplacé pour nous dire de Bouteflika. De Bouteflika, exactement, exactement. D'autant plus, cette fois-ci, c'est encore plus vicieux, c'est dans la provocation, parce que le vote de la Constitution aura lieu le 1er novembre, et le 1er novembre est une date historique pour nous. C'est une date donc le déclenchement de la guerre de libération, et j'ai l'impression, c'est un peu pour
c'était un peu l'occasion pour la France de nous faire regretter peut-être cette guerre de libération. Donc il faut absolument qu'on se mobilise et qu'on ne nous les laisse pas nous voler cette date du 1er novembre. Pourquoi ce choix en fait de la date historique pour faire passer leur constitution dont le ministère des Affaires étrangères français prend acte. Et peut-être qu'ils ont voulu prendre les Algériens par les sentiments, parce que cette date leur est chère. On veut les mobiliser pour aller voter. Bon, comme c'est le 1er novembre, bon, je vais pardonner au régime, allez, je vais aller voter. Même si je vote non, l'essentiel c'est qu'ils se déplacent, sachant que le régime, tout ce qu'il veut, c'est que les populations, comme il dit lui, les populations se déplacent pour pouvoir être filmées en train d'aller dans les bureaux de vote. Oui. C'est tout ce qui l'intéresse. Le reste, ce n'est pas un problème. Tout à fait. Bah alors, de toute façon, ils ont l'habitude... Bon, cette fois, ça va être un peu difficile. Mais je me souviens, aux dernières élections du 12-12, il y avait quelqu'un qui avait mis un statut sur Facebook en disant bah, c'est super de regarder l'Yatima parce que pendant le jour du 12-12, parce que celui qui est en manque de son grand-père qui est mort depuis 4 ans, vous allumez l'Yatima le jour des élections et vous le voyez aller voter. Et ils ont montré des photos d'archives. Tout à fait. Mais cette fois-ci, il y aura les masques. Donc ça va être difficile un petit peu de truquer. Ça va être elle est bonne celle-là. Avec les masques, ils ne vont pas pouvoir sortir les vieilles. Ou alors ils vont faire des effets 3D avec les masques, je ne sais pas, parce que ça existe pour des images. Mais sinon, pourquoi à moins d'habitude, le Hirak nous avait habitués à réagir au quart de tour. Mais là, à moins de 10, il n'y a rien. C'est l'attente, c'est l'attente, c'est la pandémie, le fait que voilà, les gens ont été dans un civisme exemplaire quand même, et ils ont vraiment répondu à cette pause finalement, qui a coûté un petit peu au Hirak son élan. Maintenant, il est en train de reprendre. C'est juste qu'effectivement, la date est proche et que, franchement, la date est très symbolique, effectivement, et on ne va pas les laisser nous voler cette date historique. Et ils ne pourront pas. De toute façon, ils sont tellement pas crédibles que même en faisant ça, mais c'est juste que c'est rageant parce que ça s'inscrit dans l'histoire quand même. C'est ce qu'on voit, c'est ce qui s'inscrit concrètement dans l'histoire. Que l'on va répéter par la suite, comme ce qui s'est passé à partir de 62. Je pense que ce n'étaient pas du tout les mêmes personnes à la bonne place après l'indépendance. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on s'est tous mobilisés lors du 5e mandat de Bouteflika parce que c'était l'humiliation de trop, en fait, de nous mettre une personne qui est morte, cliniquement morte, à la tête d'un pays, continent quand même, en le manipulant par derrière. Voilà, ça faisait vraiment leur marionnette. Déjà, c'était très pénible pour le monsieur, en fait, de l'exposer dans cet état-là, et c'était très pénible pour le pays de l'exposer dans cet état-là. Moi, je reviens toujours, en fait, aux polémiques. C'est pour faire des rapprochements aux gens pour qu'ils aient vraiment cette pensée, mais imagée, en fait. On est en train de parler depuis quelque temps de hijab, ou pas hijab, ou pas... L'Algérie, si jamais ce référendum passe, en fait, c'est qu'elle va être dénudée et voilée en même temps, en fait. Dénudée parce que ses richesses, elles vont effectivement fuir, comme à une certaine époque. En fait, ça ne s'est jamais arrêté. Donc, le Jazair el-Jadida, c'est comme, vous savez, comme on dit, un vieux jeune, un jeune vieux. Ouais. En fait, voilà, c'est le jeu de mots, Haj Moussa, Moussa al-Haj. Enfin, je salue tous les Haj Moussa. C'est un oxymore. Voilà. Et donc, ça ne changera rien. Les richesses de l'Algérie continueront à partir, ce qui va la dénuder, en fait, et toute richesse confondue, parce que la richesse humaine aussi, elle a fui le pays. Elle est voilée dans le sens où vous avez un régime qui veut vous donner cette impression-là que l'Algérie est qu'on est souverain dans notre pays, que nos richesses c'est pour nous, mais il y a le mzayyan من برا وش حوالك من الداخل. Voilà. Donc en fait, c'est ça. Et en fait, en disant ça, c'est vraiment de dire aux gens soyez vigilants, ne croyez rien de ces gens-là et hop, arrêt sur image. Pas de référendum le 1er novembre. En fait, c'est qu'il faut que ça soit une idée fixe pour l'instant, une obsession. La seule obsession, c'est que ça ne passe pas le 1er novembre. Voilà. Comme on a fait... Si moi, je venais vous demander, bon, Farida,
J'aimerais bien que nous, on est un peu perdus, on ne sait pas quoi faire. Alors, d'après vous, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Franchement, j'ai aucune prétention là-dessus. Je sais pas, moi, je suis très mauvaise sur le terrain. Hein. Je suis très très mauvaise. Je préfère plutôt être, voilà, peut-être dans la réflexion, dans l'échange. Après, je suis sûre qu'il y a des architectes de terrain épatants, mais il faut les laisser faire, en fait. Il ne faut pas leur dire non, ne fais pas ça, il faut que tu awarni d'abord. On a les généraux في العسكر, mais on a les généraux في الحراك. Donc voilà. Juste un dernier mot par rapport à ce qui s'est passé samedi matin. Oui. Je tiens juste à noter que quand on veut, on peut. C'est vrai que là, c'est court, mais je vous assure, hein, à une masse populaire en une semaine dans la capitale, par contre dans l'autre capitale aussi, ici, à Paris. Il y a 2 capitales, là. Il y a 2 enjeux majeurs. Là, c'est la capitale où le régime a tous ses intérêts, voilà. toute sa stratégie, tous ses protecteurs, tous ses biens, voilà. Toutes ses familles, toutes ses fortunes. C'est ça. Nous, ce qu'on a pour nous, en fait, c'est notre Silmia. On l'a pour nous. C'est une arme fatale. Et samedi, qu'est-ce que vous vouliez dire sur Et en fait, je voulais parler de samedi passé, le 17 octobre. Il faut savoir qu'on a réussi, en fait, à chasser l'Aïsaba d'un lieu de commémoration. Voilà, ils sont venus et en fait, sujet du 17 octobre, pareil, une date qu'ils voulaient aussi confisquer avec leur pacotille, là, ils sont venus, mais c'était affreux à voir. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est qu'ils se faisaient protéger par la police française. Et il y a eu des incidents. Le ridicule ne tue pas. Il n'y a eu aucun incident. On a juste réussi à les faire partir. En fait, ils voulaient se protéger par la police française contre nous, sauf que nous, on était là, on est restés. Le consul aurait été pris à partie, je crois. Personne n'a été. Nous a dit, on a été pris à partie. Il y a eu des personnes qui étaient. Et les policiers qui étaient là ont fini par avouer que effectivement c'était des gens dangereux. Il paraît que même Tahar Sisserir aurait été malmené. Tout est filmé. Hein. Donc voilà, tout est filmé. Vous-même qu'il y a eu une tentative d'agression. Voilà. Et le policier a également proposé de déposer plainte à l'encontre de cette personne-là. C'est ça. Voilà, tout est filmé. Vous le verrez. Hein. Tout est absolument filmé du début jusqu'à la fin. Il y a eu une tentative d'agression. Et deux même, parce que il y a un monsieur aussi qui a failli se faire par quelqu'un qui se faisait passer pour la presse, pour de la presse. Voilà, on sait très bien d'où ils viennent tous. Hein. C'est tous les bébés de leur DRS. Hein. Voilà. Et donc en fait, c'était assez impressionnant parce qu'on n'est pas partis, ils sont partis. Voilà. Donc, vous vous êtes réapproprié les lieux et l'histoire. C'est ça. Oui. La légitimité doit revenir au peuple algérien. Il faut prendre son courage. Et le peuple algérien est connu pour son courage, ou Chantraso aussi. Voilà. Donc, jusqu'au bout. En fait, ce qui était méprisant pendant cet événement-là, c'est qu'ils attendaient que nous en partent. Donc, ils étaient sur le trottoir en face. Ils attendaient que nous en partent, ils nous envoyaient donc la police pour nous disperser, pour qu'eux ils puissent venir poser leurs fleurs tranquillement, prendre des photos, des vidéos, etc. C'est un peuple parallèle, quoi. Voilà, tout à fait. Alors ils sont même allés plus loin. Quoi. Alors ils sont même allés plus loin. Ils ont déclaré que nous n'étions que des voyous et que nous ne sommes pas des vrais Algériens. Donc nous, on allait partir, si vous voulez, une fois que on a fait notre commémoration, etc. On s'apprêtait à partir, mais quand on a entendu ça, qu'eux, ils attendaient sur le trottoir en face, et qui plus est, ils nous avaient traités de voyous, qu'on n'était pas le vrai peuple, on s'est dit, ok, alors voilà. Vous ne prendrez aucune photo sans notre présence. Si vous voulez faire une commémoration du 17 octobre, ça sera avec le peuple algérien ou rien du tout. Bravo. Voilà. Et on est resté là, ils n'ont pas pu faire leur petit théâtre. D'ailleurs, pour revenir à ce que vous avez diffusé tout à l'heure, le wazir qui avait pris la parole à Djulfa, c'est ça? Oui, le Premier ministre. Oui, en fait, moi, ce qui m'a frappé dans cette séquence-là, c'est vraiment en fait le côté théâtral. Je ne sais pas si vous entendiez les applaudissements, mais il y a un chauffeur de salle. Ouais. Non, mais il y a un chauffeur de salle. On leur dit à quel moment applaudir. Ça, je pense. Applause. Hein. Comme on le voit dans les. Mais on voit, on le sent en fait. Donc tout est théâtral hein, dans ce système. C'est franchement tragique. C'est tragique. On avait mal à notre Algérie, mais en les voyant là, vraiment, on avait mal à notre Algérie parce que, en fait, ni khalq ni khuluq. Vraiment. Ils n'avaient rien à faire là et c'était honteux. C'était honteux pour une commémoration d'une telle valeur, en fait, de trouver des personnes d'une telle bassesse.
En fait, le système, il est vraiment en train de... On en avait parlé avec Farida et ce sera un sujet qu'elle en parlera, un de ces quatre, sur l'inversion de l'échelle des valeurs, en fait, dans ce système. C'est vraiment le cas. C'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Et d'ailleurs, Mohsin Belabès, aujourd'hui, en fait, il paye son honnêteté. Il paye sa sincérité auprès du peuple, son engagement. Et je tiens à rappeler que c'est un des seuls opposants. Donc quand je dis opposant, c'est l'opposition qui a un agrément. Hein, je ne parle pas des opposants. Qui a toujours dénoncé ce système actuel en étant la perpétuité du système Bouteflika avec le même Parlement. C'est un des seuls opposants, en fait, qui arrête pas de le dire. C'est l'un des rares chefs de parti agréés qui n'ait pas été chassé du Hirak. Par le peuple. C'est vrai, il n'a pas été chassé par le peuple. Et lui ne se faisait pas filmer dans une rue éloignée avec ses propres militants autour en faisant semblant. Lui, il était vraiment au milieu du peuple. Tout à fait, il a sa légitimité auprès du peuple parce que je pense, c'est un démocrate sincère. Et aujourd'hui, il est en train de payer le fruit de sa sincérité dans ce système avec à échelle valeur inverse. Tout est comme ça. Ils ont joué vraiment sur les valeurs d'une société. Vous voyez le système éducatif, comment il a été cassé. En fait, c'est la même chose. C'est d'amener les gens à ne plus voir la normalité entre guillemets, hein, parce que si on parle de normalité, déjà, tout est chacun sa notion de la normalité. Mais en tout cas, c'est d'amener le peuple, la nation et les gens, la masse, vers un décalage par rapport à la normalité. Comme ça, on voit les choses d'une certaine manière. Voilà. Farida Hamidi, merci. Yasmine Sidi Haj Mohand, merci. Yahya Mkhiyouba, Badreddin Gerfa, Mohamed Khandak, Azdin Toumi, Saïd Khalil, merci à vous tous. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. Mais je ne résiste pas à l'envie de vous relire encore une fois la déclaration de M. Chenguereha face aux militaires à Blida le 17 octobre. En effet, dans le cadre de la nouvelle constitution qui permet, entre autres, à l'armée d'accomplir des missions de maintien de la paix à l'étranger, il est nécessaire d'avoir une préparation exemplaire et sans faille, etc., etc. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.